Bonjour. Donc cette destruction du droit du travail, elle s'inscrit dans la droite lignée des réformes qui sont menées en France depuis plus de 30 ans, et ce dans un contexte où tous les pays européens ont accéléré les réformes depuis la crise de 2008. C'est une attaque en règle orchestrée au nom de la bataille contre le chômage, devenant un prétexte à toujours plus de réformes. La France ne serait-elle qu'un pays de fainéants qui n'aurait pas eu le courage de s'engager dans la modernité? Les réformes structurelles qui ont été menées dans nos pays voisins sont constamment mobilisées par nos gouvernements, comme si les politiques mises en place dans des contextes économiques, politiques, institutionnels, géographiques, démographiques aussi différents pouvaient être imitées à l'infini, d'autant plus sans questionner la réalité des réformes menées, et surtout et avant tout, sans questionner les conséquences de celles-ci. Et pourtant, ce n'est pas loin de 170 réformes qui ont été menées depuis le début des années 2000. Ce chiffre, il n'est pas sorti du chapeau d'un économiste atterré, mais bien sorti des calculs de la Commission européenne. La crise ayant accentué partout le rythme de ces réformes qui se résume à diminuer la protection de l'emploi. Cette attaque, une des plus violentes jamais connues, se justifie à l'aune de cet adage. Moins de droits du travail pour tous, pour plus d'emplois pour tous. Ces réformes sont alors justifiées au regard principalement de leurs effets sur le taux de chômage. Elles permettraient, en facilitant les licenciements, d'embaucher plus. L'argument est fallacieux et s'appuie sur une méthodologie bien précise de la théorie standard, celle développée à la fin des années 80 par Lindbeck et Snauer, autrement dit la théorie insider-outsider. D'un côté, nous aurions des salariés en poste, en CDI, qui bénéficieraient d'une rente de situation, et de l'autre, des outsiders, des chômeurs et des précaires. Il faudra alors diminuer le pouvoir des insiders en diminuant leur protection de l'emploi, pour permettre à tous d'accéder à l'emploi. Pourtant, force est de constater qu'aucune étude empirique ne montre un lien de causalité entre la protection de l'emploi et chômage élevé. Contrairement à ce qu'avance un certain nombre d'économistes de la plus ou moins jeune garde présidentielle. Même l'OCDE qui promet ces réformes depuis très longtemps, déclare dans ses rapports, nommés Perspectives de l'emploi, que les travaux sur la question ne mettent pas en évidence sans ambiguïté un effet de la diminution de la protection de l'emploi sur le chômage. Même le Conseil d'analyse économique en 2015, puisqu'on nous demande souvent de citer les rapports dans lesquels on trouve ces résultats, donc on peut les citer, je cite exactement, « Il n'y a pas de corrélation démontrée entre le niveau de protection de l'emploi et le taux de chômage ». Alors même que les performances de ces réformes en termes de chômage sont discutées et discutables, il est un élément qui ne peut être discuté. C'est l'effet de ces réformes sur la précarité des travailleurs et sur la qualité de l'emploi. Ces réformes, en diminuant la sécurité de l'emploi, accentuent la discontinuité de l'emploi. Le recours aux contrats temporaires courts, qui ont connu une forte croissance ces dernières années, une diminution de la durée de ces contrats. Et ainsi, rend les frontières entre emploi et chômage de plus en plus floues. Depuis le début des années 90, pour prendre un exemple, le nombre de demandeurs d'emploi qui effectuent des activités dites réduites et qui recherchent un autre emploi a triplé depuis le début des années 90. En France, il représente près de 2 millions d'individus. Ce que veulent ces personnes, ces individus, ce n'est rien d'autre qu'un CDI à temps plein, mais un CDI qui leur permette de vivre de leur travail, sans avoir à demander un complément de rémunération pour pouvoir survivre. Être en emploi aujourd'hui, même en CDI, nous protège malheureusement plus de la pauvreté. N'oublions pas que ce CDI n'est plus forcément gage de stabilité. En effet, les différentes réformes qui ont été menées, qui ont visé à assouplir les règles de rupture du contrat de travail, fait qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des CDI sont rompus au cours de la première année, et c'est le cas pour la moitié des CDI chez les jeunes de moins de 25 ans. En détériorant la qualité de l'emploi, les études montrent que ces réformes pèsent sur la productivité du travail en Europe. Les travaux montrent en effet qu'une diminution importante de la stabilité de l'emploi a des effets négatifs sur cette productivité. Rappelons que des relations de travail stables amènent les entreprises à former leurs travailleurs et avoir des travailleurs mieux formés et plus expérimentés conduit à améliorer leur productivité. Et n'oublions pas que la France n'a pas à rougir de ses résultats et de ses performances en matière de productivité du travail, qui est loin d'être un pays de fainéants. En dérégulant le système d'emploi, en augmentant la course au moins-disant social entre les entreprises et les pays d'Europe, ces politiques, ces réformes n'auront d'autre effet que de faire pression sur les salaires, ce qui aura comme effet d'affecter la demande et la situation économique du pays. En rendant contraignant un plafond, qui s'imposera alors aux juges prud'homaux, cette loi permettra-t-elle d'aider les PME comme on nous le dit partout? Cela revient en effet à prévoir à l'avance les indemnités versées lorsque l'employeur est condamné pour licenciement abusif. Autrement dit, c'est le principe du licencieur-payeur.
Cette mesure prétend lever l'incertitude des employeurs face à quel événement? Eh bien, lorsqu'ils violent la loi. Plus l'entreprise est grande avec des moyens financiers importants, plus elle pourra prévoir de licencier sans cause réelle et sérieuse. Et il n'y a qu'un pas vers la sortie de la convention numéro 158 de l'OIT, ratifiée par la France, qui oblige les employeurs à justifier les causes du licenciement. Et cela ouvre la voie au rêve des libéraux, instaurer un contrat de travail unique, où toutes les entreprises pourront être des licencieurs-payeurs. Cette mesure est présentée comme favorisant les très petites entreprises, les PME, mais force est de constater qu'il est fort probable qu'elles servent, encore et toujours, l'intérêt de ces plus grands avocats, les grandes entreprises du MEDEF. Les autres pays européens sont souvent montrés en exemple, mais interrogeons-nous sur leur performance. Les résultats du Danemark ne peuvent être réduits au développement de la flexibilité du marché du travail dans ce pays. Celui-ci s'est appuyé sur une politique macroéconomique budgétaire et monétaire expansionniste, qui ont permis à ce pays de sortir en bonne santé de la crise économique. Ce pays dispose surtout d'un système de protection sociale et de prestations sociales bien plus généreux qu'en France, qui fait qu'un chômeur perçoit 90% de son salaire antérieur, contre 57% à 75% pour les petits salaires en France. Et comment, encore une fois, comparer un État qui a la même superficie et la même population que la région Rhône-Alpes? Derrière les performances allemandes en termes de taux de chômage se cachent des pirouettes statistiques. Sont exclus les Ein-Euro-Jobs, c'est-à-dire les chômeurs qui effectuent des emplois à 1 euro de l'heure en plus de l'aide sociale, les seniors de plus de 58 ans, ceux qui sont suivis par des opérateurs privés, etc., etc. Surtout si l'Allemagne est championne, c'est en termes de croissance de la pauvreté. Suite aux lois Hartz, le taux de pauvreté allemand s'est accru de 5 points pour atteindre aujourd'hui plus de 17%. Surtout, l'Allemagne peut se vanter en effet d'avoir un taux de travailleurs pauvres à bas salaire un des plus élevés d'Europe. À titre de comparaison, plus de 22% en Allemagne contre moins de 9% en France. Un des risques, c'est qu'en France, comme en Allemagne, le total des heures travaillées n'augmente guère, mais un nombre croissant d'individus se partagent ces heures travaillées. Ces réformes conduisant inéluctablement à la croissance des emplois précaires, au développement des contrats de quelques heures par semaine, les premiers à subir ces effets seront encore une fois les femmes, les plus précarisées, les moins diplômées. Et non, comme le déclare M. Macron, la France n'a pas le taux de chômage le plus élevé d'Europe. Et non, la France n'est pas le seul pays d'Europe à ne pas avoir gagné sa bataille contre le chômage de masse. L'Espagne, même si elle a vu son chômage baisser, reste à un niveau extrêmement élevé avec plus de 17% de taux de chômage, sans compter que l'essentiel des emplois créés restent des emplois précaires. Qu'avons-nous à envier à l'Espagne, qui reste le champion européen en matière d'emploi temporaire, un quart de ses travailleurs occupant ce type d'emploi? À titre de comparaison, en France, c'est 13%. Tous ces éléments conduisent à remettre en question la pertinence du taux de chômage comme indicateur unique de mesure de la performance du pays. Partout en Europe, d'autant plus dans les pays qui ont mené les réformes structurelles les plus poussées, on assiste à une montée de la précarité, au prix d'un sous-emploi croissant, d'une modification des statuts d'emploi avec une augmentation du nombre d'indépendants, en voulant rendre ce régime plus attractif, comme celui, que celui de salariés, comme le souhaite Emmanuel Macron.